Chunk. 1. Grace Lee. Whitney a joué Janice Rand dans Star Trek pendant seulement 8 épisodes, mais son renvoi n'était pas dû aux audiences ou aux coupes budgétaires 1966. Quelque chose s'est passé à huis clos au studio Desollo qui a tout changé. Un puissant dirigeant l'a appelé pour une réunion tard dans la nuit. Ce qui s'est passé dans ce bureau vide a été étouffé pendant 30 ans. Quelques jours plus tard, elle a été mystérieusement renvoyée de la plus grande émission de télévision. La vraie raison choquerait les fans et détruirait des vies. Ce n'est pas l'histoire de Star Trek, vous savez. Grace Lee Whitney est entrée dans le monde juste après minuit le 1er avril 1930 dans un petit hôpital d'Ann Arbor, dans le Michigan. Sa naissance a été enregistrée sous le nom de Marianne Chase. À peine 6 minutes après le début du poisson d'avril, sa mère biologique a cédé ses droits et a disparu sans même regarder le bébé. Le nom du père a été laissé complètement vide. Il n'y avait pas de réponse, seulement un espace silencieux où un nom aurait dû figurer. Quelques semaines, le nouveau-né a été transféré à Détroit dans le cadre du système d'enfants trouvé de l'État. Le 19 juin 1930, un couple d'une quarantaine d'années l'a adopté privé et l'a nommé Grace Elaine Whitney. La femme qui l'a accueillie a célébré l'événement avec de la limonade rose et un gâteau sur lequel était écrit « Sans blague, elle est à nous ». Grace a dit plus tard que cette petite blague la faisait rire et souffrir en même temps. La date de sa naissance lui est toujours restée mémoire. Elle disait aux gens « Je suis la preuve vivante que les blagues du poisson d'avril peuvent durer 45 ans. » Mais, au fond d'elle, elle croyait qu'elle était une erreur. Quand Grace avait 7 ans, son monde s'est effondré. C'est arrivé un dimanche tranquille, alors qu'elle aidait sa mère dans la cuisine. Sa mère a soudainement avoué que Grace avait été adoptée. Le mot « vrai » l'a frappée de plein fouet. Elle a eu l'impression que le sol s'était ouvert et l'avait avalée tout entière. Cette nuit-là, elle a arraché la dentelle de sa robe préférée, colère que toute sa vie ait été bâtie sur un mensonge. Après cela, les choses ont changé. Elle a commencé à faire du somnambulisme. Elle a amassé des cartons de lait de l'école. Elle a cessé d'organiser des fêtes d'anniversaire parce qu'elle disait « Les invités rentrent toujours chez eux ». Des années plus tard, elle a qualifié sa coiffure dans Star Trek de coiffure casque qui cache l'enfant abandonné dessous. Elle a commencé à boire à 17 ans et a dit que chaque verre était sa façon d'essayer de faire taire cette petite fille qui se sentait rejetée. Chunk 2. À 14 ans, Grace avait un emploi que la plupart des adultes envieraient. Septembre 1944, elle a remporté un concours de chant à la plus grande station de radio de Détroit, WJR. Elle portait une robe empruntée et a chanté un standard de jazz. Le directeur des programmes l'a embauchée sur le champ et l'a payé 14 $ par semaine, ce qui équivaudrait à environ 240 $ aujourd'hui. Elle chantait si souvent, 22 émissions par semaine, que les ouvriers des ouvriers d'usine qui l'écoutaient aux petites heures 10 heures du matin l'ont surnommée Sunrise Sally. Un grand magasin local a même donné son nom à un rouge à lèvres qui a été épuisé à Noël. Ses journées ses journées étaient bien remplies. Elle terminait son service à la radio, courait à l'école, puis revenait pour les répétitions le soir. Elle ne dormait que quelques heures, mais elle ne se plaignait pas. À 15 ans, elle payait l'hypothèque de ses parents et envoyait de petits dons à l'orphelinat d'où elle venait, essayant d'aider les bébés qui n'avaient pas encore été choisis. À 18 ans, Grace était prête à faire plus. Elle a quitté Détroit avec seulement 37 $ et une boîte à chapeau carton. Elle a supprimé Hélène de son nom et est devenue Lee Whitney, espérant éviter d'être considérée comme une simple jolie fille. Elle a chanté au Blue Note Club de Chicago et a partagé la scène avec Billie Holiday, qui avait été interdite de se produire à New York raison d'une condamnation pour drogue. Holiday gagnait 1000 $ par semaine. Grace gagnait 55. Elle vivait dans une pension bon marché et mangeait des hot dogs au dîner. Mais elle a étudié les chansons de Holiday jusqu'à ce qu'elle ait mémorisé toute la liste seulement 2 jours. Elle a également appris à chanter juste après quelques bourbons.
une compétence qui deviendrait plus tard une béquille. Son travail acharné a porté ses fruits. Bientôt, elle était tournée avec Spike Jonze, donnant 157 spectacles dans 46 États un an. Chaque arrêt s'accompagnait d'un verre de whisky de seigle et d'une nouvelle leçon de survie. Puis elle a fait une tournée avec Fred Waring et sa chorale, se produisant dans 200 villes et parcourant 25 000 miles 9 mois. Waring était strict mais charmant. Il buvait du sherry après les spectacles et insistait sur les bonnes manières. Grace a essayé de suivre les règles, mais les voyages constants et l'alcool ont tout brouillé. Un soir, elle chantait dans une chorale smoking. Le lendemain, elle buvait coulisses juste pour calmer ses nerfs. Cours de route, elle a appris des astuces pour rester sécurité. Spike Jonze lui a appris à rire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Chunk. 3. Fred. Waring. La protégeait des hommes insistants, plaçant délicatement sa serviette sur sa main. Mais il y avait toujours des risques. Dans une ville, des musiciens pariaient sur le temps qu'il faudrait à la nouvelle chanteuse pour céder à un baiser. Grace a trouvé comment échanger des sourires contre de la protection et restait alerte dans chaque loge. 1952, elle a surpris tout le monde s'inscrivant à l'école d'infirmière. Elle a accouché des bébés, a participé à des opérations chirurgicales et a porté l'uniforme avec fierté. Mais lorsque Spike Jonze l'a appelée au sujet d'une nouvelle émission de télévision, elle a eu un choix à faire. Les infirmières gagnaient 180 $ par mois. L'émission payait 250 $ par semaine, plus les frais de déplacement. Elle est tombée dans le centre du spectacle, laissant derrière elle son uniforme amidonné avec une note qui disait « Showbiz 1 », sans effusion de sang, mais bruyant. Elle a gardé des sels d'ammoniac et de la gaz dans son sac à main pour le reste de sa vie, juste au cas où. Grace Lee Whitney a commencé son parcours sur une note positive. 1951, elle a fait ses débuts à Broadway dans le rôle de Miss Holland dans Top Banana. Le spectacle a débuté le 1er novembre au Winter Garden Theatre et a été présenté 350 fois avant de se terminer octobre 1952. Il a été écrit comme un véhicule vedette pour Phil Silvers, qui a ensuite remporté un Tony pour son rôle. Whitney a joué aux côtés de légendes comme Rosemary et Jack Albertson. Auparavant, elle avait été chanteuse de boîte de nuit, faisant la première partie de Billie Holiday et Buddy Rich. Maintenant, elle avait gagné sa place dans le syndicat du divertissement, une étape qui a contribué à lancer sa carrière à Hollywood. 1954, lorsque United Artists a adapté Top Banana Film, Whitney a conservé son rôle. Le film avait un budget de 150 000 $ et a été réalisé par Alfred E. Green. Bien qu'il ait été tourné 3D, le studio l'a sorti format standard. Le film a conservé presque toute la distribution originale de Broadway, ce qui était rare. Cela a marqué le premier rôle crédité de Whitney au cinéma et son entrée officielle à Hollywood, mais les choses n'ont pas évolué rapidement par la suite. Whitney a joué plusieurs rôles non crédités dans des films célèbres. Dans House of Wax, 1953, elle a été choisie comme beauté de fond au plus fort de la 3D Mania. Sa plus grande apparition non créditée a été dans Some Like It Hot 1959, où elle a joué Rosella, un membre du groupe qui a partagé des scènes avec Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis. Elle est également apparue non créditée dans The Naked and the Dead 1958 et Pocket Full of Miracles 1961. Malgré son temps d'écran et ses dialogues, elle n'a souvent pas été créditée. C'était courant à l'époque des studios, surtout pour les femmes considérées comme de simples figurantes visuelles. Chunk 4. Whitney s'est plus tard qualifiée de papier peint glamour, et elle n'exagérait pas. Hollywood, dans les années 1950, réduisait souvent les femmes comme elle à de la décoration de fond. Sa filmographie était pleine de rôles non crédités qui rendaient bien à l'écran, mais qui ne faisaient pas grand-chose pour faire avancer sa carrière. Elle a joué dans The Texan Meets Calamity Jane 1950, House of Wax 1953,
Top Banana, 1954, The Naked and the Dead, 1968, A Pocket Full of Miracles, 1961. Pourtant, elle a continué à travailler. Elle est apparue dans plus de 80 émissions de télévision directe pendant cette période. Celle-ci comprenait You Bet Your Life avec Groucho Marx, The Red Skeleton Show, The Jimmy Durante Show et The Ernie Kovacs Show de 1957 à 1958. Elle est également apparue régulièrement dans Queen for a Day dans un rôle d'assistante visuelle. On la voyait toujours, mais on l'entendait rarement. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, elle est devenue un pilier de la télévision. Son premier rôle dramatique a été dans Cowboy G-Man 1953. Elle a fait plus de 100 apparitions dans des émissions majeures, notamment The Real McCoys, Wagon Train, Gunsam Smoke, The Rifleman, Batmaster Son, 77 Sunset Strip, Bewitched, Batman et The Untouchables. Elle ne se contentait pas de petits rôles, elle jouait de vrais personnages. Dans Mike Hammer 1958, elle a joué Tempest Flame. Dans Hawaiian Eye, elle a joué Marcia Vale. Son apparition avec Groucho Marx 1953 a montré qu'elle pouvait suivre le rythme de l'esprit vif et de l'humour acéré. Sa grande chance est survenue au début de 1966, lorsque Gene Roddenberry a fait le casting d'une nouvelle émission de science-fiction. Whitney avait déjà travaillé avec lui sur un pilote pour Police Story, ce qui l'a aidé à décrocher une audition pour Star Trek. Roddenberry voulait quelqu'un qui ait l'air fort, mais qui ait aussi un côté doux. Il avait besoin de quelqu'un de professionnel, mais émotionnellement nuancé. Whitney correspondait à ce profil. Elle avait suivi une formation d'infirmière, avait de l'expérience tant qu'artiste de scène et avait travaillé avec des légendes de la musique comme Billie Holiday et Fred Waring. Elle a été choisie pour le rôle de Eman Janice Rand, l'assistante du capitaine à bord de l'USS Enterprise. Son contrat devait durer 13 épisodes, mais elle n'est apparue que dans 8 épisodes avant d'être libérée. Elle a joué des rôles importants dans des épisodes comme Charlie X, Mary et The Enemy Within. Dans Charlie X, son personnage était l'objet de l'obsession d'un jeune homme doté de super-pouvoirs. Dans The Enemy Within, elle a dû résister à une version maléfique du capitaine Kirk. Son dernier épisode a été diffusé peu de temps après la première de l'émission septembre 1966. NBC avait investi 140 000 $ par épisode, ce qui faisait de Star Trek la série la plus chère de la télévision à l'époque. Chunk 5. Pourtant, la chaîne a laissé partir Whitney. Roddenberry avait imaginé son personnage comme plus qu'une simple assistante jolie. Elle était censée montrer l'équilibre entre le professionnalisme et l'émotion humaine. L'attraction tacite entre elle et Kirk était inscrite dans le personnage dès le début. Mais les dirigeants de NBC n'ont pas aimé ça. Ils pensaient que cela rendait Kirk trop inaccessible pour les intrigues romantiques avec des stars invitées. Ils pensaient que pour attirer les téléspectatrices, Kirk devait paraître célibataire et disponible. Cette décision a conduit au départ de Whitney de l'émission, même si elle était déjà une favorite des fans. Pendant ce temps, quelque chose de sombre se passait coulisses. Grace Lee Whitney, à peine 2 mois après le début du tournage de Star Trek, à la fin de 1966, a reçu une invitation d'un cadre supérieur de Desilu Productions. Elle ne l'a pas remise question. Elle avait déjà travaillé avec Gene Roddenberry sur un pilote appelé Police Story, et cela lui a semblé être un suivi normal. La réunion était prévue tard dans la soirée dans un immeuble de bureaux vide. C'était bizarre, mais pas suspect. L'homme avait du pouvoir. À cette époque, les dirigeants des studios contrôlaient tout, et les acteurs savaient qu'il valait mieux ne pas se rebeller. Dès qu'elle est arrivée, quelque chose n'allait pas. Il lui a offert un verre, puis a commencé à parler d'une manière désinvolte et excessivement douce. Elle l'appellera plus tard une conversation facile. Ce n'était pas de la petite conversation. Cela faisait partie d'une routine, l'heure, le lieu, même sa façon de parler. Tout avait été planifié.
Ce n'était pas une réunion de travail, c'était un piège, conçu pour l'isoler et l'affaiblir. Elle s'est vite rendue compte que la situation n'était pas seulement inappropriée, elle était dangereuse. Les jeux de pouvoir d'Hollywood ne concernaient pas seulement les contrats et le casting, ils pouvaient devenir devenir violents. Lorsqu'elle a commencé à résister, les choses se sont aggravées. Elle n'a pas seulement été harcelée, elle a été agressée. Chunk 6, dans ses mémoires de 1998, The Longest Trek, Whitney a décrit comment cette nuit s'est transformée une agression violente qui a failli la tuer. Elle était piégée dans un bureau sur le terrain de Dessolu. Elle a essayé de le repousser, mais il est devenu plus agressif. Elle était terrifiée. Elle a cessé de résister, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle craignait pour sa vie. Ce qui avait commencé comme une opportunité de carrière s'est terminé par un traumatisme dans l'endroit même où elle pensait construire son avenir. Le même soir, elle s'était confiée à Leonard Nimoy. Il n'a pas seulement écouté, il est devenu sa bouée de sauvetage. Nimoy n'a pas pris cela pour des commérages. Il est resté à ses côtés pendant des années. Lorsque Whitney a été renvoyée de Star Trek plus tard, sa vie s'est effondrée. Elle a lutté contre la dépendance. Elle est devenue sans-abri. Et Nimoy est resté proche. Il l'a encouragée à rejoindre les alcooliques anonymes. Il lui a parlé de la foi. Il l'a aidée à se relever. Elle dira plus tard que sans lui, elle n'aurait peut-être pas survécu. Leur lien allait au-delà de l'émission. Il était enraciné dans quelque chose de profondément douloureux et de profondément humain. Ils n'ont jamais nommé l'homme qui a fait ça. Pas une seule fois. Whitney disait toujours « C'est mon histoire, pas la sienne ». Même dans son livre, elle a omis son nom. Nimoy a également gardé le secret. Ce silence a duré toute leur vie. Ce n'était pas parce qu'ils se fichaient. C'était parce qu'ils avaient peur de ce qui se passerait s'ils parlaient. L'homme avait du pouvoir. Parler pouvait signifier des poursuites judiciaires, une liste noire et pire encore. Chunk 7. C'était le genre de silence qui protégeait la mauvaise personne et détruisait celle qui avait été blessée. Quelques jours seulement après l'agression, son agent a reçu l'appel. Le 8 septembre 1966, le jour même où Star Trek a diffusé son premier épisode, Whitney a été renvoyée. Elle ne perdait pas seulement un emploi, elle perdait la plus grande opportunité de sa vie. Elle avait déjà filmé plusieurs épisodes et devait apparaître dans d'autres. Elle avait même été gardée sur le plateau pendant des jours supplémentaires au-delà de son contrat. Puis, soudain, elle a disparu. Aucune explication, aucun avertissement. Hollywood avait une façon de couper complètement les gens, comme s'ils n'avaient jamais existé. La raison officielle que NBC a donnée est que son personnage, Eamon Janice Rand, donnait l'impression que le capitaine Kirk était couple. Cela, disait-il, nuirait à l'émission. Kirk devait flirter avec une nouvelle femme chaque semaine. Une compagne stable le ferait paraître infidèle, alors ils se sont débarrassés d'elle. C'est l'histoire qu'ils ont racontée à la presse. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, ce sont les problèmes de budget, le chaos coulisses ou le traumatisme que Whitney vivait hors caméra. Il était plus facile de dire que son rôle ne correspondait pas à la vision. Gene Roddenberry n'était pas d'accord avec cette décision. Quelques semaines après son renvoi, il a écrit une note de service pour essayer de la faire revenir. Il a même suggéré de changer sa coiffure pour la rendre plus jeune, pensant que cela pourrait aider à convaincre la chaîne. Plus tard, il a appelé cela la plus stupide erreur de sa carrière. Il a admis avoir cédé à la pression. Il savait que Whitney était talentueuse. Il savait que son personnage comptait. Mais dans le monde de la télévision, même le créateur n'a pas toujours le dernier mot. Ce qui rend l'histoire encore plus douloureuse, c'est ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines dans l'émission. Pendant le tournage de The Enemy Within, Whitney a dû jouer une scène violente où le double maléfique du capitaine Kirk l'agresse. C'était une cascade brutale. Elle l'a fait elle-même. Elle est restée meurtrie et ébranlée. Et cela s'est produit quelques jours seulement après avoir été agressée dans la vraie vie. Chunk 7.
Roddenberry a réalisé la scène et lui a dit de la rendre réelle, mais glamour. Whitney n'arrivait pas à y croire. Elle a dit plus tard, « C'était très difficile. J'ai été très meurtrie pendant un certain temps. » Pendant 30 ans, elle a cru que l'agression était la raison pour laquelle elle avait été renvoyée. C'était logique à l'époque. Elle a été agressée le 26 août. L'appel est arrivé le 8 septembre. Elle pensait que le fait de s'exprimer ou même de résister l'avait fait renvoyer de l'émission. Cette conviction l'a hantée. Puis, des décennies plus tard, lorsqu'elle a dégrisé, elle a appris la vérité. Le studio avait déjà décidé de la couper. Il y avait des notes de service. Le budget était serré. Cela n'avait rien à voir avec l'agression. Cela a tout changé pour elle. La dépression de Grace Lee Whitney, après avoir été renvoyée de Star Trek 1967, ne concernait pas seulement la perte d'un emploi. Pour elle, la frontière entre elle-même et son personnage, Janice Rand, avait complètement disparu. Elle ne se sentait pas comme une actrice jouant un rôle. Elle était ce rôle. Ainsi, lorsqu'elle a été renvoyée, elle n'a pas pensé qu'ils avaient rejeté un personnage. Elle a cru qu'ils l'avaient rejeté, elle. Ses thérapeutes ont essayé de séparer les deux, mais elle n'y est pas parvenue. Selon ses propres termes, ils m'ont jeté dehors. La douleur est allée encore plus loin. Quelques jours avant d'être renvoyée, elle a été agressée sexuellement par un cadre de Star Trek. Cette combinaison de traumatismes émotionnels et physiques l'a brisée. Elle s'est tournée vers l'alcool et les pilules, tombant dans le schéma dangereux d'Hollywood de survie par la dépendance. Un médecin particulier, Max Jacobson, surnommé Dr. Feelgood, était célèbre pour avoir donné des injections d'amphétamine aux stars. Sa liste de patients comprenait des personnes comme John F. Kennedy, ce qui donnait l'impression que les injections étaient sûres. Chunk, 9. Il ne l'était pas. Whitney est devenue accro. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter de boire ou de prendre des pilules. Les drogues étaient considérées comme des outils pour rester mince et énergique, mais elles l'ont ruinée. Bientôt, elle ne pouvait plus fonctionner sans elle. Même pendant qu'elle luttait, elle a continué à travailler. Elle est apparue dans des émissions comme Batman et Death Valley Days, réussissant à paraître professionnelle tout s'effondrant privé. L'industrie a fermé les yeux tant qu'elle faisait son travail. Mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Chaque rôle d'invité lui donnait un faux espoir, lui faisant croire qu'elle avait toujours le contrôle. Pendant ce temps, sa réputation s'effondrait tranquillement. 1970, même les rôles occasionnels ont cessé d'arriver. Plus personne ne voulait prendre de risques avec elle. 1975, elle avait tout perdu. Elle n'a pas de son et n'a pas demandé de pension alimentaire pendant son divorce parce qu'elle pensait que Star Trek la rendrait riche. Ce ne fut pas le cas. Quand elle a dit à son ex-mari qu'elle avait été renvoyée, il a dit « Bien, je suis content que tu sois sur la paille. » Elle a commencé à vendre tout ce qu'elle avait. Les amis qui lui avaient autrefois offert de l'aide se sont éloignés. Même ses fils ont été chassés de sa vie. L'argent s'est tari, tout comme les appels téléphoniques. Elle a fini à Skid Row, au coin de la 6e et de Main à Los Angeles. Ce n'était pas temporaire. Elle vivait parmi des milliers d'autres personnes qui n'avaient rien. Des toxicomanes, des malades mentaux, des personnes oubliées par le monde. Elle a cherché de l'aide dans les rues, auprès d'autres âmes perdues, espérant que quelqu'un comprendrait. La région était remplie de violence et de souffrance. Les femmes étaient confrontées à des risques terrifiants chaque nuit. Whitney avait autrefois été un visage familier à la télévision. Chunk, 10. Maintenant, elle n'était qu'un nom de plus sur une longue liste de personnes laissées pour compte. Skid Row, dans les années 1970, était l'un des pires endroits américains pour être sans abri. Il n'y avait pas assez d'abris. Il n'y avait pas de véritable service de santé mentale. Les femmes comme Whitney étaient confrontées à un danger constant. Les agressions étaient courantes. La mort aussi. Les rues étaient bordées d'abris de fortune, de bâtiments brisés et d'espoirs abandonnés. Elle est devenue un autre visage dans la foule. Au milieu des années 1970, Grace Lee Whitney se tenait dans une file d'attente de chômeurs à Los Angeles.
un endroit où peu de gens s'attendaient à trouver une ancienne actrice de Star Trek. Elle se sortait à peine lorsqu'un visage familier est apparu. DeForest Kelley, l'acteur qui jouait le Dr. McCoy. Il n'était pas là pour la sauver financièrement. Il était là pour livrer un message. Les fans posaient des questions à son sujet lors des conventions Star Trek à travers le pays. Il y avait des années que son personnage de Janice Rand n'était pas apparu à l'écran. Mais les fans n'avaient pas oublié. Kelley, qui savait aussi ce que c'était que d'être entre deux emplois, l'a encouragé à se présenter à l'un de ces événements. Cette conversation a été le premier petit pas hors d'un long et sombre tunnel. Whitney avait passé près de 10 ans à sombrer de plus dans la dépendance et le désespoir après avoir été renvoyée de la série originale 1966. 1976, Whitney a suivi ce conseil et s'est présentée à Equacon 76. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais lorsqu'elle a franchi ses portes, les fans l'ont accueillie comme si elle n'était jamais partie. Même si elle n'était apparue que dans 8 épisodes, les gens se souvenaient d'elle. Ils ont demandé où elle était passée. Ils ont demandé ce qui lui était arrivé. Ce moment a tout changé. Les conventions lui ont donné plus que de l'argent. Elles lui ont donné un but. Elle a recommencé à jouer, à chanter avec son groupe appelé Star. Chunk. 11. Elle ne faisait plus que survivre. Elle était vue. Et cette reconnaissance l'a ramenée dans l'orbite de Star Trek d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. 1969, elle est revenue à l'écran dans Star Trek, The Motion Picture, maintenant promue au grade de maître principal Rand, mais le retour n'était pas aussi propre qu'il n'y paraissait. Elle luttait encore. Pendant le tournage, elle était passée de l'alcool à la marijuana, juste pour rester fonctionnelle. Quand elle a vu à quel point elle avait l'air usée dans le montage final, cela l'a anéantie. Elle a de nouveau sombré, retournant à Skid Row. Mais Leonard Nimoy a vu la vérité dans ses yeux. Il avait combattu ses propres démons. Il ne l'a pas jugée. Au lieu de cela, il l'a amenée à une réunion des alcooliques anonymes. Ce seul acte d'un costard à un autre a contribué à lui sauver la vie. Son parcours de sobriété a officiellement commencé en 1979. Le 3 avril 1941, elle a marqué le début de sa vie propre. À ce moment-là, elle avait déjà touché le fond. Elle avait été sans-abri, dépendante de la speed d'un médecin hollywoodien notoire et vivant dans les rues dangereuses de Los Angeles. Elle avait utilisé des substances et des relations pour masquer sa douleur depuis l'âge de 13 ans. Mais lorsqu'elle a rencontré un homme nommé Clancy de la Midnight Mission, quelque chose a changé. Il l'a initiée au programme 12 étapes. Ce n'était pas seulement une issue de secours, c'était un nouveau chemin. Elle est restée sur ce chemin pendant 34 ans, parlant dans les églises, les prisons et les conventions. Elle est devenue la preuve que le rétablissement n'était pas seulement possible, il pouvait être durable. Son tournant spirituel est survenu en 1944 lors d'un voyage Israël. Ce n'était pas prévu comme un moment qui allait changer sa vie, mais il s'est avéré être un. Elle l'a décrit comme un changement divin, quelque chose de profond et d'irréversible. Elle a remplacé les drogues par la foi. Elle est devenue une chrétienne née de nouveau, mais elle n'a jamais prétendu que la foi avait tout réglé. Chunk 12. Elle a admis que la dépendance ne disparaissait pas simplement parce qu'elle avait trouvé la religion. Elle devait se battre chaque jour et elle disait la vérité aux gens. Dieu aidait, mais l'honnêteté et la discipline aussi. Cet équilibre est devenu le fondement de son travail. 1998, elle a raconté toute son histoire dans ses mémoires, The Longest Trek, My Tour of the Galaxy. C'était d'une honnêteté brutale. Elle a écrit sur l'agression qui l'avait tentée, mais a choisi de ne pas nommer l'homme responsable. Elle a raconté des histoires de nuits passées à dormir dans la rue et d'avoir autrefois blâmé l'agression pour son renvoi, pour découvrir plus tard que la décision avait déjà été prise. Elle a révélé ses liens avec Buzz Aldrin et Harlan Ellison et elle a partagé à quoi ressemblait vraiment le rétablissement. Leonard Nimoy, qui avait vu ces moments les plus sombres, a écrit l'avant-propos.
Les fans qui ont lu son livre et l'ont rencontré lors de conventions ont souvent dit que ses mots leur donnaient de la force, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Whitney a passé la moitié de chaque année à voyager dans les prisons, surtout après avoir déménagé à Corold, Californie, 1993, pour se rapprocher de son fils. Elle ne prêchait pas, elle partageait. Elle se tenait devant des femmes et des hommes dans des prisons à sécurité maximale et leur disait la vérité sur la dépendance, la prostitution et la rédemption. Elle parlait sans honte, sans filtre et sans ego. De nombreux détenus lui ont écrit des années plus tard, disant qu'elle les avait aidés à rester propres et à reconstruire leur vie. Elle ne se contentait pas de faire des discours, elle donnait de l'espoir aux gens. Elle a continué à réapparaître dans l'univers de Star Trek, non seulement dans les films de studio, mais aussi dans les productions réalisées par des fans. Ellis Ross, elle est revenue dans Star Trek 3, Star Trek 4 et a de nouveau été promue dans Star Trek 6. 1996, elle a célébré le 30e anniversaire de la franchise dans un épisode de Voyager 3 décennies complètes, après sa première apparition. Même lorsque les grandes productions sont passées à autre chose, elle a continué à dire oui au projet de fans. Elle ne le faisait pas pour la gloire. Elle le faisait parce que les fans ne l'avaient jamais abandonnée et qu'elle n'était pas sur le point d'abandonner.